Quand on parle des meilleurs joueurs de l'histoire, le nom de Pelé revient à chaque fois. Pourtant, on entend beaucoup de critiques à son égard. Il n'a pas joué en Europe, une grande partie des plus de 1000 buts qu'il a marqués ne sont pas officiels, les défenses à l'époque étaient en bois. Tout ça pose une question, Pelé était-il si fort que ça ? Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à affronter ces 8 derniers jours de confinement. Après la sortie de la vidéo sur Maradona et Messi il y a 2 semaines de cela, pas mal de monde m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur Pelé. Alors moi, je me suis dit 2 choses. 1. L'audience est reine et 2. En parlant de royauté, comment ne pas parler du roi Pelé ? On va adopter un peu le même procédé que pour la vidéo sur les 2 Argentins. On va regarder les arguments en faveur de Pelé et les arguments en sa défaveur. Mais avant ça, rappelons un peu quel genre de joueur était Pelé. Edson Arantes do Nascimento, c'était avant tout un athlète exceptionnel. On s'est rendu compte qu'en plein effort, son cœur battait à 58 battements par minute, tandis que le cœur d'autres sportifs battait davantage entre 90 et 95 BPM. Il avait une vision périphérique de 30% supérieure à celle d'autres sportifs et il courait le 100 mètres en moins de 11 secondes. Au moment de sauter, il sautait plus haut que tout le monde et il restait suspendu dans les airs plus longtemps que tout le monde. Regardez par exemple cette photo qui vous fait peut-être penser au saut d'un footballeur actuel. Sur le terrain alors, qu'est-ce que ça donnait toutes ces qualités physiques ? Ça donnait un joueur qui ne jouait pas en neuf, c'était pas un avant-centre, il jouait davantage en tant que punta de lanza, une espèce de numéro 10 qui se concentre dans les 30-40 derniers mètres adverses et au vu de ses qualités physiques, il était capable de prendre le ballon, de remonter tout le terrain, il était vraiment très difficile à arrêter, il driblait plein de monde et au moment de finir, il était fort du droit, du gauche et de la tête. Et puis techniquement aussi, il n'était pas en reste. Il avait des contrôles exceptionnels, ses contrôles orientés de l'intérieur du pied sont vraiment très très beaux. Il avait une grande vista, une grande classe. Bref, c'était un génie, mais vraiment un génie. Et il était tellement au-dessus qu'il aimait bien jouer gardien, ça le divertissait à tel point que durant une demi-finale de Coupe du Brésil en 1959, il va jouer quelques instants gardien. Un argument de poids qui fait de Pelé l'un des plus grands de l'histoire, c'est évidemment les 3 Coupes du Monde qu'il a remportées. La première, 1958 en Suède. Il n'est pas titulaire durant les premiers matchs, mais les joueurs les plus expérimentés de l'équipe vont faire pression pour que lui et Garrincha intègrent le 11. Et à partir de là, rien ne sera jamais plus comme avant. Il marque 3 buts en demi-finale contre la France de Raymond Kopa et Juste Fontaine avant de faire le doublé en finale contre la Suède. Le Brésil est champion du monde pour la première fois de son histoire grâce à un gamin de 17 ans entre autres. C'est assez fou parce qu'il y a encore 5 ans de ça, il vendait des cacahuètes et il cirait des chaussures pour pouvoir se payer de quoi jouer au football. 5 ans plus tard, il est le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis le symbole est très très fort parce qu'en 1950, les joueurs noirs seront accusés d'avoir fait perdre le titre contre l'Uruguay. Il y aura eu un racisme terrible à ce moment-là contre eux. 8 ans plus tard, 3 joueurs noirs, Pelé, Garrincha et Didi, délivrent tout un pays. En 1962, il remporte sa 2e Coupe du Monde, mais le truc, c'est qu'il se blesse dès le 2e match et il ne pourra plus jouer du tout. Cette Coupe du Monde, c'est plutôt la Coupe du Monde de Garrincha, c'était lui la grande étoile brésilienne. Et puis vient la Coupe du Monde de 1970, sa 3e, mais ça on en parlera un peu à la fin, parce que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Pelé. Dans le même temps, dans les années 60, il va faire de Santos le premier club du pays devant Botafogo, en remportant énormément de championnats paulistes, le championnat de Sao Paulo et en empilant les coupes du Brésil, il en remportera 5 d'affilée. Tout ça, c'est très bien, vous allez me dire, mais toujours est-il que Pelé n'a jamais joué en Europe. Ça, c'est souvent un argument qu'on utilise souvent pour l'amoindrir. En fait, Pelé, il n'avait pas grand intérêt à venir jouer sur le vieux continent. Le championnat brésilien ou les championnats brésiliens à l'époque étaient les meilleurs du monde. Tous les coéquipiers de Pelé durant les Coupes du Monde remportées jouaient au Brésil. Gilmar, Zito, Garrincha, Rivelino, Tostão, etc., etc. Preuve du grand niveau du championnat brésilien ou du football brésilien de l'époque. 1962, Santos est champion d'Amérique du Sud et il va défier le Benfica, champion d'Europe. Pour la petite histoire, dans ses rangs, le Benfica a un certain Eusebio, meilleur joueur d'Europe à cette époque-là. En 2 matchs, Pelé il va marquer 5 buts au Benfica et remporter la coupe. Une année plus tard, même scénario, sauf que cette fois à la place du Benfica se trouve le Milan AC de Trapattoni, du père Maldini, de Rivera, futur Ballon d'Or, et de Luis Carniglia, c'était l'entraîneur qui a quand même 3 C1 à son actif.
Pelé il va rééditer cette performance et Santos va battre la meilleure équipe européenne en 1963. Alors tant sportivement qu'économiquement, parce que ça payait très très bien au Brésil à l'époque, il n'y avait pas grand intérêt pour Pelé à déménager son football en Europe. Et c'est pas les offres qui manquaient, hein. Le Real Madrid, cherchant toujours à faire venir les meilleurs joueurs du monde, a tenté de faire venir Pelé, de même que la Juventus qui à l'époque avait posé $1 million sur la table pour s'attacher les services du numéro 10. Il faut dire qu'à partir de 1961, ça deviendrait tout simplement impossible de faire sortir Pelé du Brésil. Au même titre que le Cristo Rédempteur à Rio, le gouvernement brésilien a décrété que Pelé était un trésor national. Et les trésors nationaux, ils doivent rester au Brésil. En contrepartie, le gouvernement brésilien payait une partie de son salaire faramineux, grâce d'ailleurs aux bénéfices dégagés par l'exportation de café. Et puis Pelé, on va dire que ça le dérangeait pas trop. Ça a toujours été un homme de pouvoir, proche des sources de pouvoir. Le gouvernement brésilien épongeait aussi toutes les dettes qu'il pouvait avoir. En échange, lui, il promettait de ne pas s'allier avec la gauche, rivale du gouvernement. Et puis, quand la dictature est venue en 64, lui, il défendait publiquement l'image du gouvernement en disant non, non, ici il n'y a pas de dictature, nous sommes des hommes libres, etc., etc. Bon, et puis il a joué en Europe d'une certaine façon. Vous allez voir pourquoi. On reproche souvent à Pelé de n'avoir gagné que 2 Copa Libertadores. Ce qu'on dit moins en revanche, c'est qu'il n'a pu disputer que 3 éditions. Parce que Santos, plutôt que jouer la Copa Libertadores, préférait faire des tournées lucratives à travers le monde entier. Pelé, c'est la première superstar du football, c'est la première icône mondiale. En 1958, c'est la première fois que la Coupe du Monde est diffusée à la télévision et le monde entier voit un gamin de 17 ans faire des génialités à tous les coins de rue. De même, Pelé, c'est l'inventeur d'énormément de gestes techniques. Le premier coup du foulard filmé, c'est lui qui le réalise. La paradinha, cette action qui consiste à freiner sa course d'élan, voire l'arrêter avant de frapper un penalty, c'est lui qui l'invente ou du moins la popularise. Même chose avec le Cruyff Turn, geste dont l'invention est souvent attribuée à Johan Cruyff. Lui le faisait déjà en 1960, vous avez les images sous vos yeux. Du coup, Pelé c'est vraiment une star mondiale et tout le monde veut voir jouer Pelé. C'est le rêve de tout le monde. Santos, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent au monde entier d'accéder à ses rêves. Du coup, ils vont multiplier les tournées à travers le monde et vous avez par exemple cette image au Mexique où on dit « Aujourd'hui, nous ne travaillons pas, nous allons voir jouer Pelé ». Autre anecdote, en Colombie, lors d'une tournée, Pelé se fait expulser et les fans colombiens menacent de casser le stade s'ils ne peuvent plus voir Pelé sous leurs yeux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui avait expulsé Pelé se fait remplacer, nouvel arbitre qui annule l'expulsion et du coup le public colombien peut profiter de voir jouer le meilleur joueur du monde. Et on en vient donc aux tournées européennes. La demande pour voir jouer Pelé, elle était tellement forte que Santos va jouer tous les 3-4 jours. Pour les équipes européennes, c'était vraiment le match de l'année. C'était tout sauf des matchs amicaux au final. C'était des matchs amicaux sur la forme, mais sur le fond, pas vraiment, parce que les joueurs n'attendaient que ça, et le public également, lui qui se pointait au stade à 100 000. En 1959, d'ailleurs, Santos va jouer 103 matchs sur une tournée. On dit aujourd'hui d'une saison à 50 matchs que c'est beaucoup trop. Bah voilà, Santos et Pelé jouaient 103 matchs sur une tournée à l'époque. Et pour vous montrer l'importance du match pour les équipes européennes, le Real Madrid va accorder une semaine de repos à ses joueurs pour qu'ils soient dans la meilleure forme possible pour affronter le Santos de Pelé. Le Real Madrid va gagner le match 5-3, mais quelques jours après, ce même Santos va coller 5 buts au Barça, qui était l'une des meilleures équipes d'Europe à l'époque, et ils vont mettre 7 buts à l'Inter. Contre les équipes européennes, Pelé aura d'ailleurs un super bilan parce qu'il va marquer 205 buts en 196 matchs, et si on compte juste les meilleures équipes européennes, le Real, le Barça, Atlético, Inter, Juve, AC Milan, Roma, Benfica, Lyon, Pelé aura marqué 47 buts en 39 matchs. Donc voilà, quand on dit que Pelé n'a pas joué en Europe, c'est vrai, mais il a joué contre des équipes européennes et il a été absolument incroyable. Venons-en désormais à la Coupe du Monde 1970. Je voulais dédier une section entière à cet événement parce que pour moi c'est le chef-d'œuvre de Pelé. Vous savez peut-être que Willow a fait une vidéo au sujet de cette Coupe du Monde, alors je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit. Cette Coupe du Monde, elle va faire la part belle à la vitesse, à la résistance, à la force collective. On est dans un football qui se dirige d'un football positionnel vers un football total. Et le football total, en raison des permutations constantes qu'il exige à ses joueurs, demande à ceux-ci de multiplier les efforts physiques. Et justement, Pelé, il est un peu en difficulté de ce côté-là. Son coach de l'époque, João Saldanha, remet en question les qualités de Pelé. Il dit qu'il bosse pas assez, il dit
qu'il a peut-être pas un si grand avenir que ça en sélection, c'est pas la tête de gondole du projet, il le critique publiquement, il diffuse de fausses rumeurs à son endroit. Les deux, ils s'entendent vraiment pas et Pelé joue moins bien sous Saldania, ce qui confirme peut-être les dires de ce dernier. Mais voilà, pour plusieurs raisons, Saldania va se faire virer et Pelé va pouvoir lui montrer que tout ça c'était faux, qu'il est bel et bien au sommet de son art. Toutefois, le génie brésilien, il a un problème. Même s'il est plus affûté que jamais parce qu'il a énormément bossé physiquement, il est plus aussi dominant physiquement qu'avant. Vous saisissez la nuance. Cette capacité à prendre le ballon au milieu de terrain, à dribbler tout le monde, à aller plus vite que tout le monde, il l'a plus. Il a plus cette exubérance physique. Là, il a dû travailler physiquement pour être au niveau, alors qu'avant, naturellement, il aurait été au-dessus de tout le monde. Du coup, il a besoin de remettre son jeu en question, il a besoin de s'adapter. Il est plus aussi fort physiquement dans un football qui est toujours plus exigeant. Il faut qu'il change. C'est à ne pas négliger cette adaptation parce que d'autres joueurs brésiliens de l'époque ne vont pas réussir à la faire. Il y a certains joueurs qui n'iront pas à la Coupe du Monde en raison du fait qu'ils ne correspondaient plus aux demandes du football de l'époque. Vous allez voir que l'adaptation de Pelé, elle vaut le détour, elle est assez géniale. Le Pelé que le public mexicain aura sous ses yeux, c'est le Pelé le plus génial qui soit. Il est dans tous les bons coups, c'est incroyable, à chaque fois qu'il touche le ballon, il fait une différence. C'est vrai que les Rivelino, les Tostao, Gerson, Carlos Alberto, ils sont vraiment beaux à avoir joué, très plaisants, mais ils ne sont pas au même niveau que Pelé. Pelé, on a l'impression qu'il joue à un sport différent. Il pense plus vite que tout le monde, il l'exécute plus vite que tout le monde, et puis il y a toutes ces inventions, toutes ces choses qu'on n'a jamais vues. On parle par exemple du lob qui tente depuis le milieu de terrain, du grand pont qu'il fait sur le gardien uruguayen, de la reprise de volée sur le dégagement du gardien tchèque, de la tête qui va mener au sauvetage du siècle de Gordon Banks. Bref, Pelé est plus grand que jamais, plus que jamais, c'est le roi. Et le Brésil va gagner sa 3e Coupe du Monde grâce à son numéro 10 qui marquera en finale le premier but. Pelé remporte sa 3e Coupe du Monde, 12 buts, 10 passes décisives en 14 matchs de Coupe du Monde disputés. C'est simple, les seules 2 fois où il ne marque pas ni ne délivre de passes décisives, c'est 2 fois où il aura été blessé, 62 et 66. Cette Coupe du Monde, elle rappelle aussi, encore une fois, l'image de Pelé en tant que joueur moderne. C'est la première Coupe du Monde qui est diffusée en couleur. C'est la première Coupe du Monde vraiment où on entre dans une nouvelle ère de football et c'est aussi la fin du Catenaccio après cet événement-là. Comme dit Stefano, Pelé aurait été un joueur en avance sur son temps, c'était un joueur total. Pour finir, 2 arguments en sa défaveur, le niveau des défenses qui était assez faible. C'est vrai que quand on regarde les matchs de l'époque, c'est très choquant, ça n'a vraiment rien à voir avec le foot d'aujourd'hui. Autant le foot des années 80, ça va encore, autant le foot des années 60-50, un autre monde. Pour autant, c'est pas la faute de Pelé si les défenses de l'époque n'étaient pas aussi impressionnantes que ça. Et puis quand même, c'était les meilleurs défenseurs de l'époque. Il faut faire vraiment attention, encore une fois, à ne pas produire d'anachronisme, à ne pas juger avec les yeux d'aujourd'hui ce qui se passait à l'époque. On peut critiquer les défenses de l'époque, ce qui selon moi, je le répète, n'est pas la bonne posture à adopter. Toujours est-il que personne n'a fait aussi bien que Pelé face à ces défenses-là. Autre argument, une grande partie de ces 1283 buts ne sont pas officiels. C'est vrai, il y a tout de même 757 buts qui sont officiels, 205 buts qui ont été marqués contre des équipes européennes qui avaient un grand niveau, mais il y a une partie des buts, il les a marqués à l'armée et puis dans divers tournois amicaux avec le Brésil. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la produire. On parle vraiment d'un phénomène, d'un joueur historique. On ne peut pas lui reprocher grand chose à Pelé sur son CV, il y a vraiment pas grand chose de problématique et en ce sens évidemment qui fait partie des tout grands. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si mon contenu vous plaît. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!